Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous allons parler aujourd'hui de confiance et d'honnêteté avec Guillaume Petitjean. Bonjour Guillaume. Roland. Alors, Créer un monde de confiance, c'est le livre que tu as écrit récemment aux éditions Va Édition. Les bons comportements commerciaux pour gagner. Notre communauté, c'est des directeurs commerciaux, c'est des managers commerciaux. La confiance est au cœur de la relation que le commercial tente de construire avec son client. Et on va voir comment cette confiance, elle est un peu bousculée par le nouvel environnement, par les nouvelles techniques de plus en plus agressives, qu'elles soient marketing ou commerciales. Et on va voir comment réagir dans cet environnement qui se transforme. Avant de commencer, vous êtes toujours aussi formidable. Vous êtes plus de 150 aujourd'hui inscrits pour cette masterclass et vous étiez encore plus nombreux la semaine dernière pour écouter Ludovic Giraudon, l'auteur de Dream Team, qui nous a parlé de l'engagement des managers et comment est-ce qu'on fidélise les managers qui jouent un rôle si important dans l'efficacité des équipes et dans la bonne ambiance qui règne. Voilà, n'hésitez pas à retrouver cette masterclass de Ludovic sur notre chaîne YouTube Incentive ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive, c'est l'application du Manager Coach qui rassemble toutes les informations dont le manager a besoin pour onboarder les nouveaux commerciaux et assurer une expérience des nouveaux collaborateurs qui soit fluide et qui les fidélise dans la durée. Qui permettent de les monter en puissance et de renforcer l'efficacité commerciale tout au long de leur parcours. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, est disponible dans 9 langues et travaille dans des industries aussi variées que la banque, l'assurance, la santé ou l'industrie. Voilà pour la page de publicité. Anouk, est-ce que tu peux nous faire le portrait de notre grand témoin du jour, Guillaume Oui, avec Petitjean? plaisir. Guillaume Petitjean, vous êtes diplômé de l'Institut supérieur de gestion en marketing et commerce international. Vous avez occupé en France et à l'étranger des responsabilités commerciales puis managériales au sein de TPE, PME et grands groupes. Passionné d'entrepreneuriat, vous êtes partie prenante dans plusieurs projets, notamment en tant que parrain de l'initiative Côte d'Or et membre du réseau Entreprendre. Depuis 14 ans, vous êtes le dirigeant de Première Gâchette, un combiné de conseil en stratégie commerciale. Et au cours de cette période, vous développez une approche humaine et positive de la démarche commerciale qui s'appuie sur des valeurs de respect, de loyauté et surtout d'honnêteté. C'est dans ce cadre que vous fondez en 2017 Succéco, une structure dédiée à la transmission de cette vision de l'excellence commerciale. Vous y aidez les entrepreneurs et les managers commerciaux à améliorer leur efficacité commerciale au travers d'outils et de méthodes novatrices. Cette réflexion, vous l'exposez plus longuement dans un ouvrage paru en mai 2022, donc Un monde de confiance. Vous y défendez une approche beaucoup plus humaine du commerce, loin des clichés du commercial froid, calculateur et coupé du monde. Vous dites que la société entière pourrait bénéficier de rapports commerciaux plus sains en faisant de l'honnêteté une force de vente. On pourrait ainsi dire que vous êtes un humaniste commercial et c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. C'est Anouk. Un humaniste commercial. Voilà un beau résumé de ta belle personnalité, Guillaume. Alors, avec la vente l'explosion des ventes sur Internet, la démarche commerciale est plus complexe, les consommateurs ou les acheteurs sont plus avertis, sont mieux informés. La concurrence est accrue, elle devient de plus en plus agressive. Les techniques marketing également sont de plus en plus élaborées. Le client est de moins en moins disponible pour ses interlocuteurs commerciaux. Dans ce contexte, est-ce que l'authenticité, l'honnêteté, la confiance sont à risque, Guillaume? À risque, je pense surtout qu'elles sont essentielles. Aujourd'hui, on peut constater que moi, j'ai eu la question justement pendant le confinement de la part de directeurs commerciaux qui m'expliquaient que leurs commerciaux avaient du mal à être en contact avec leurs clients. Et en fait, je crois que c'est surtout une question de relation, c'est-à-dire à quel niveau leurs clients positionnaient leurs besoins par rapport à leurs produits-services
Alors, est-ce qu'ils étaient sur quelque chose d'essentiel ou pas? Et puis, au-delà de ça, c'est la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement ils avaient du mal à être en contact avec leurs clients, alors qu'en définitive, c'est des clients qui continuaient de travailler. Donc, ils continuaient certainement à avoir des contacts avec certains de leurs fournisseurs. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une notion de relationnel, d'humain. Et je crois qu'en fait, on est aussi dans un monde qui est en pleine mutation. Donc, il y a des produits où finalement, la valeur ajoutée humaine dans le processus d'achat est pas très importante, pas très présente. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Quand on voit des plateformes comme Amazon et autres, bon, bah, il y a des, voilà, vous achetez une paire de chaussures, vous connaissez votre taille, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller l'acheter dans un magasin? Je ne sais pas. Après, il y a une autre notion, c'est celle du consumérisme, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, en revanche, il y a des métiers où il y a un réel besoin de conseil, un réel besoin d'être accompagné. Et là, la notion humaine est fondamentale. Alors, on va essayer d'explorer plusieurs dimensions. Une première dimension autour du rapport fournisseur-acheteur, une dimension autour de la valeur de l'authenticité, de la confiance au sein de l'organisation commerciale elle-même, à l'intérieur de l'organisation. Et puis une troisième dimension peut-être autour de comment est-ce qu'on crée un monde voilà, qui donne envie de s'engager. Et donc sur le premier chapitre, essayons de pousser un peu la réflexion sur la relation vendeur-fournisseur. Tu parles de différents contextes. Il y a des contextes complètement dématérialisés quand j'achète un produit sur Amazon. On va parler plutôt de vente B2B, je pense, dans cet entretien, parce que c'est là où le rapport entre le commercial et l'acheteur est le plus fort. À partir de quel moment est-ce qu'on réussit à faire basculer la relation d'un rapport vendeur-fournisseur, hein, donc une relation finalement qui n'est pas toujours win-win, hein, où il peut y avoir une négociation, on le voit dans les salles de négociation de la grande distribution, et à quel moment est-ce qu'on peut réussir à faire basculer une relation qui peut être un peu tendue dans une négociation vers une relation de confiance, sans atterrir dans voilà, des lieux communs oui, quand on s'entend bien, bah, finalement ça fonctionne mieux, etc. Alors, je pense déjà il y a des domaines d'activité qui s'y prêtent plus que d'autres. Tu as évoqué la grande distribution, les centrales d'achat. Sont des domaines où la dimension financière est prédominante. Et du coup, je veux dire que l'humain est peut-être un peu moins présent. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus difficile. En revanche, à ta question, à partir de quand ça commence, mais dès le premier contact, dès le premier rendez-vous. Et en fait, on doit être exigeant avec nos clients et prospects. Dès le début, on doit être exigeant avec eux parce que c'est certainement un des meilleurs services qu'on va leur rendre. On a une expertise qu'ils n'ont pas. En tout cas, si eux pensent avoir cette expertise, il y a peut-être une autre question à se poser. Peut-être qu'il ne faut pas travailler avec eux. Mais il est clair que en tant que de fournisseur, on a une expertise que l'autre n'a pas et on doit l'aider finalement. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut raisonner quasiment différemment, c'est-à-dire ne plus être dans le stéréotype de la relation client-fournisseur, mais plutôt se dire qu'on est dans une relation d'experts et qu'à un moment donné, je dirais la qualité de l'un va contribuer à la performance de l'autre. Et c'est pour ça que je dis que c'est dès le premier rendez-vous qu'on doit être exigeant. On doit poser des questions auxquelles on doit avoir des réponses pour savoir si on est en mesure d'accompagner l'autre et comment. Et en fait, je crois que c'est là où va commencer à naître la confiance. Quand votre interlocuteur se rend compte qu'en définitive, vous ne cherchez pas à lui vendre quelque chose, et vous cherchez vraiment même si vous êtes un petit peu pénible, mais à l'accompagner dans son projet. Et là,
commence à naître cette notion de confiance. Et est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par être exigeant avec son client? Eh bien, être exigeant avec son client, c'est qu'à un moment donné, vous avez besoin d'avoir des informations, vous, par rapport à votre expertise, pour savoir comment vous pouvez l'aider et si vous pouvez l'aider. Et en fait, il peut parfois vous dire, ça c'est stratégique, je ne peux pas vous le dire, ou sauf qu'à un moment donné, si vous estimez que cette information elle est importante, il faut aller la chercher. Et donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on va aller chercher sa confiance. Alors, ça veut aussi dire que les questions qu'on va poser, elles vont respecter une certaine chronologie. Par exemple, moi, lorsque je fais un rendez-vous, ma 11e question, c'est comment est-ce que vous faites vos marges? C'est clair que si je pose cette question en première ou deuxième question, il y a des chances pour que mon interlocuteur me dise « Mais monsieur Petitjean, on ne se connaît pas, je ne vais pas vous dire comme ça, je ne vais pas vous livrer cette information qui est stratégique. » En revanche, quand j'arrive et que je la pose en 11e question, mais il ne se pose plus cette question. Il me donne la réponse parce que il a perçu en fait qu'il y avait une autre dimension, il a perçu qu'il avait en face de lui quelqu'un qui voulait l'aider, en fait, qui était dans une démarche pro, tout simplement. Donc finalement, ce que tu recommandes, c'est de mettre carte sur table dès le début de la relation pour créer une relation qui soit fondée sur un respect réciproque et qui évite ce qu'on voit assez souvent dans nos équipes, hein, les équipes commerciales, un commercial qui va voir un client et puis le client qui finalement l'utilise pour avoir de l'information mais qui sait très bien qu'il ne va pas travailler avec lui. Donc cette honnêteté, elle permet aussi d'avoir plus d'efficacité, c'est ça? Tout à fait. Alors, je pense qu'en fait, l'idéal, c'est même d'arriver à une situation où on ne raisonne plus d'entreprise à entreprise, mais où on raisonne plutôt dans un écosystème où on a conscience qu'en définitive, c'est bien notre écosystème qui rend notre entreprise performante, c'est pas notre entreprise seule. Et on a besoin de ces acteurs, ces différents acteurs de cet écosystème. Et du coup, c'est là où on a tout intérêt, à mon sens, à avoir une relation qui est basée sur l'honnêteté. Ne serait-ce que pour cette confiance qui va se développer dans la durée. Alors, bien évidemment, si on est sur des approches one-shot, et encore, hein, on peut évoquer la recommandation, etc. Mais notre intérêt, c'est quand même d'établir dans la durée des relations sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et les uns et les autres investir, votre fournisseur investir pour vous, et puis parce qu'il sait qu'il peut compter sur vous dans la durée également. Voilà. Comment est-ce qu'on identifie les interlocuteurs qui sont ouverts à cette relation, à la création d'un lien authentique, et ceux qui ne le sont pas? Alors, je pense que c'est pareil, ça se voit dès les premiers entretiens. C'est pas forcément les gens les plus sympas avec lesquels vous allez travailler. Moi d'ailleurs, dans mes clients, ceux avec lesquels j'ai fait certainement les plus belles choses sont des gens qui étaient un peu rigueux. Je rigole parce que ça me revient une anecdote dont je parle dans le livre de ce client qui est un ancien colonel de la marine qui vient de racheter une entreprise, qui arrive dans mon bureau et qui d'entrée me dit « Je ne sais pas ce que je fais ici, je ne pense pas qu'on fera affaire ensemble ». Voilà quoi. Après, et en fait, c'est quelqu'un qui, au cours de l'entretien, s'est mis à me tutoyer et m'a dit je pense qu'on va vraiment faire un super boulot ensemble. Voilà. Et en fait, il faut dépasser en fait ce côté qui peut être des fois un petit peu rugueux, mais c'est les personnes. En fait, on voit bien dans la qualité des réponses qu'on va avoir, en définitive, quelle va être la suite de la relation. Voilà, c'est surtout ça, je crois. Donc c'est dans les premiers entretiens, avoir une qualité de questionnement suffisamment précise et approfondie pour pouvoir évaluer le degré d'ouverture de la personne qu'on a en face, pour pouvoir à son tour faire preuve d'authenticité, c'est ça? Oui, parce que je pense que la personne doit percevoir, en fait,
c'est à travers vos questions que la personne va percevoir votre expertise. Et bien souvent, on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup parler, à vouloir présenter ce qu'on fait, à vouloir aller dans la technique, presque pour se rassurer et puis montrer qu'on maîtrise. Alors qu'en définitive, la meilleure façon de montrer qu'on maîtrise notre sujet, c'est au travers de nos questions, c'est en s'intéressant à notre interlocuteur. Et c'est pour ça que je parle d'exigence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, nos questions, parfois, elles vont être un peu pointues. Mais alors, encore une fois, il faut qu'elles soient pointues parce que ça se justifie et qu'on a besoin de cette info. Ce n'est pas la peine d'aller sur des sujets trop vite ou juste parce qu'on a envie de montrer qu'on sait. Ça ne sert à rien, en fait. Alors, dans ton livre, là, il y a tout un chapitre sur la prospection téléphonique et tu cites un article de Valérie Froger dans l'Express sur négociation client, les bottes secrètes des super vendeurs. Et voilà, tu mentionnes, cet article consiste, c'est un artifice pour passer le barrage des secrétaires. Cet artifice consiste à emprunter une identité déstabilisante pour la secrétaire. À la question qu'il demande, vous répondrez Catherine, sa mère. Quand votre interlocuteur décroche, croyant parler à sa mère, vous lui expliquez simplement que vous n'êtes pas celle qu'il croit, mais que vous vous appelez Catherine, sa mère, S-A-M-E-R-E. Bien entendu, vous irez au rendez-vous à la place de Catherine, sa mère, au prétexte qu'elle a été appelée à de nouvelles fonctions dans l'entreprise. C'est odieux, irrespectueux et totalement malhonnête. Ça, finalement, est-ce que on n'a pas dépassé aujourd'hui ces astuces et finalement, par quoi les remplacer? On a l'impression que le digital a pris beaucoup de place dans tous les dispositifs de prospection aujourd'hui, à travers le social selling, à travers la capacité d'avoir les numéros directs des portables d'à peu près n'importe qui, à travers des outils qui sont disponibles sur Internet. Finalement, est-ce que on n'arrive pas à des relations beaucoup plus directes aujourd'hui, plus franches grâce au digital? Alors, c'est sûr que les outils ont considérablement fait évoluer les choses. J'espère qu'on n'est plus dans ces approches-là, bien évidemment. Maintenant, de toute façon, même si on travaille avec les réseaux sociaux, ils ne sont que le miroir de ce que l'on est en réalité. Et nos comportements sur les réseaux sociaux doivent être finalement les mêmes. Moi, je me sens aussi agressé sur les réseaux sociaux que lorsqu'on m'appelle au téléphone, en définitive. Parce que quand j'accepte un contact et que dans la foulée, j'ai un message qui m'arrive sur ma messagerie automatique. Voilà, je veux dire, je trouve ça, moi, ça me gêne. Voilà. Et comme de toute façon, ça se multiplie, on va avoir le même effet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un effet de saturation. Alors, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est une réalité. C'est que ça n'a jamais été aussi facile de communiquer, mais ça n'a jamais été aussi complexe d'être visible, en définitive. Et moi, je le vois également, hein, je veux dire, sur la promotion du livre, sur la promotion du projet Succesco que je porte. Les valeurs sont là, tout va bien, mais en attendant, l'enjeu, c'est d'arriver à s'adresser aux personnes qui, elles, sont OK avec ces valeurs. Et en fait, c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à bien cibler et finalement à s'adresser aux bonnes personnes. Alors, ça a toujours été le cas, mais c'est devenu peut-être encore un petit peu plus complexe. Et alors, comment est-ce qu'on peut utiliser l'authenticité, l'honnêteté, la confiance comme un élément de visibilité? Alors, aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a, entre guillemets, un peu des guides de pratique à avoir, mais le problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Donc, il n'y a plus d'authenticité derrière ça. Et finalement, on se perd et on est noyé dans la masse. Et voilà. Donc, la question, elle est alors, sur la prospection, l'authenticité, elle va être dans vos messages, elle va être dans la façon d'aborder. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi encore
comment dire, on a encore des réunions physiques, on a encore la possibilité de rencontrer du monde. Voilà. Après, tout dépend du contexte dans lequel on est, dans lequel on évolue. Mais je crois qu'il faut être sur des contacts francs, par exemple sur les réseaux sociaux. Moi, je conseille plus aux personnes de dire directement ce pourquoi ils rentrent en relation avec une personne. On va demander une personne en contact, et ben on va lui dire pourquoi tout de suite. C'est pas la peine de passer par des stratégies et puis une fois qu'on l'a en contact, on lui envoie un message pour lui dire qu'on voudrait travailler avec. Voilà, c'est plus comme ça que je vois les choses. On a reçu Toinon Georgel, un entrepreneur, le fondateur de Wallaxy, il y a quelques semaines. Et dans ses communications, il parle aussi de ses communications sur ses réseaux sociaux, il parle aussi de ses échecs. Et c'est des posts qui ont toujours beaucoup de succès parce qu'on sent que voilà que c'est authentique et il n'est pas là juste pour parler du succès et des fonctionnalités de son entreprise, mais aussi de son cheminement personnel. Et parfois, on trébuche quand on est entrepreneur. Tous les entrepreneurs connaissent ces moments-là. Et le fait d'en parler assez ouvertement, ça touche et assez naturellement. C'est des communications qui ont pas mal de succès. Donc là, on a parlé du rapport entre le commercial et puis son client. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touché dans ton livre, c'est l'authenticité est un chemin vers l'excellence. L'authenticité est un chemin vers l'excellence. Et là, je voudrais qu'on s'intéresse à l'impact que l'honnêteté, l'authenticité a à l'intérieur de l'entreprise, au sein de l'entreprise, pour franchir un pas vers l'efficacité et vers un esprit d'équipe qui soit un vrai levier de performance opérationnelle et commerciale. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire un peu plus sur ce que tu entends derrière cette phrase « l'authenticité est un chemin vers l'excellence » ? Alors, je pense déjà que l'authenticité, elle a un gros avantage, c'est qu'elle nous permet d'être alignés, d'être cohérents avec nous-mêmes et avec les autres. Et du coup, c'est un excellent moyen pour nous conduire vers la confiance, pour développer des relations de confiance et des relations finalement beaucoup plus solides parce que elles sont prévisibles quelque part. Voilà, on va être sur quelque chose de fort. Après, dans l'authenticité, on va avoir cette notion de qualité aussi qui est liée à l'authenticité. Et quelque part, l'avantage, c'est que ça nous permet de bien définir, alors sur un entrepreneur, de bien définir son positionnement, d'aller sur quelque chose qui va être beaucoup plus précis, beaucoup plus visible, de pouvoir choisir ses clients, c'est-à-dire de s'adresser vraiment aux personnes qui lui ressemblent. Moi, le conseil que je donne aux gens en général, c'est de travailler, quand je dis en général, c'est aussi bien lorsque vous cherchez un emploi que lorsque vous êtes entrepreneur et que vous cherchez des clients, mais c'est de travailler avec des gens qui partagent vos valeurs. Voilà. Je crois que c'est vraiment important de travailler avec des gens qui partagent nos valeurs et quand on est dans l'authenticité, il y a des valeurs derrière l'authenticité. Ça peut être les trois qu'on a évoqués, le respect, l'honnêteté, la loyauté, qui pour moi sont à l'origine de l'authenticité. Et en fait, quand je dis que c'est un chemin vers l'excellence, c'est parce que quelque part, on ne fait pas de compromis avec l'authenticité. Donc, partant de là, on va être dans j'allais dire dans la vérité, il faut être prudent avec ça, mais on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus clair en définitive à la fois pour nous et pour les autres. Et je crois qu'il y a cette notion de plaisir qui est très forte derrière. Et quand on aime ce qu'on fait, eh bien, on a envie de faire bien. Et c'est vraiment cette notion d'envie qui est fondamentale. C'est l'envie de faire, de bien faire et de mieux faire. Et c'est ça où on va rejoindre quelque part l'excellence. Parce qu'en fait, l'excellence, c'est quelque chose qui est, je pense que ça ne s'atteint jamais. C'est un chemin, c'est du quotidien. En fait, c'est presque une philosophie de vie en définitive. C'est tous les jours qu'on vit cette excellence en définitive. Mais on la vit parce qu'on est dans l'authenticité. C'est pas quelque chose qui est forcé. Voilà. Oui, dans l'authenticité, finalement, il y a cette notion aussi de transparence.
avec le fameux faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, qui permet d'avoir plus de responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Il y a aussi cette dimension d'exigence dont tu parlais tout à l'heure, cette notion d'exigence où en tant que directeur commercial, en tant que manager commercial, si on est très honnête et très authentique vis-à-vis de ses collaborateurs, on leur dit exactement ce qui va et ce qui ne va pas, et donc on les aide à progresser plus vite et à avancer collectivement vers un but commun dont les enjeux ont été décrits plus précisément, de façon plus explicite, c'est ça? Alors, oui, et alors, je vais rebondir sur une notion, on parle beaucoup de bienveillance. Alors moi, je suis toujours un petit peu méfiant avec ces grands termes qui sont un peu à la mode, et je dis tout le temps aux gens, mais oui, mais bienveillance, ça rime avec vigilance et exigence. Et en fait, l'exigence, on est exigeant avec les gens qu'on respecte. On est exigeant avec nos enfants, on est exigeant avec les gens qu'on aime en définitive, parce que il y a quelque chose de bon derrière cette exigence. Et donc, on est exigeant avec les gens qu'on respecte. Et la contrepartie, c'est que le respect donc va impliquer l'exigence, mais l'exigence appelle le respect, parce que si il y a de l'exigence sans respect, c'est plus de l'exigence finalement. On est sur de la tyrannie pratiquement, d'accord? Donc c'est ça qui est important. Donc c'est cette notion de respect, d'exigence qui nous donne envie. Et dans l'authenticité, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très confortable en fait d'être authentique, parce que on sait qui on est, les autres savent qui on est, et on va créer des relations finalement basées sur cette authenticité qui sont très confortables et qui sont encore une fois, source de performance, parce que ce confort amène du plaisir, et finalement, quand on va travailler avec plaisir, eh bien, on va être dans la performance. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est vraiment important, c'est que c'est pas tant la nature du travail qui motive que la nature de la relation humaine, hiérarchique, en définitive. On travaille avec ou pour quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est fondamental, je crois. Et finalement, ce que tu dis, c'est que l'honnêteté, l'authenticité, ça permet de s'aligner ensemble et donc d'aller tous plus vite dans la même direction? Oui. Oui, et c'est d'ailleurs c'est tout l'enjeu du projet Succesco que je porte. Hein. C'est en fait pourquoi ce projet est né, c'est parce qu'à un moment donné, je cherchais une solution pour mes clients parce que je voyais bien que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, la prospection devenait plus complexe. Alors il y a plusieurs comment dire constats derrière ça, mais c'était devenu de plus en plus complexe de prospecter. Et du coup, une option pour moi, c'était de dire on est dans un monde de défiance, il faut recréer de la confiance. Et pour recréer de la confiance, ben, une voie, c'est de réunir les gens autour de valeurs communes. Alors ça existe, il y a plein de voilà. Mais je dirais l'originalité, c'est de dire aussi, parce que moi je vois, j'ai des clients qui sont parfaitement honnêtes, mais c'est pas parce qu'ils sont parfaitement honnêtes qu'ils ne créent pas des insatisfactions. Parce qu'en fait, il manque un petit peu de structure et de méthode dans leurs approches commerciales. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de dire lions les valeurs et la méthode. Et il y a une troisième dimension, c'est le collectif. C'est-à-dire que les valeurs plus la méthode dans un environnement qui a l'habitude de ça, eh bien là, on va aller vers la performance. Alors on va finir par la troisième dimension. Donc on a exploré la dimension de l'honnêteté, de l'authenticité entre un commercial et un acheteur. Ensuite, on a vu l'importance de l'authenticité à l'intérieur de l'organisation pour aligner les énergies et être plus efficace. Il y a la troisième dimension qui est que tu illustres par cette phrase de ton livre, l'amour a une place importante dans le travail. Comment est-ce que l'authenticité peut nous aider à dépasser ce cadre du travail et créer un environnement dans lequel chacun peut s'engager dans une cause, dans les valeurs qu'il porte? Alors, moi, je crois que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Je crois que c'est important. D'ailleurs, moi, à une époque, j'avais
des jeunes, notamment mes neveux et nièces, qui me demandaient un petit peu conseil sur leur orientation professionnelle. Et systématiquement, je leur faisais la même réponse. Je leur disais, choisis un métier qui te fait plaisir, dans lequel tu vas te faire plaisir. Ne choisis pas un métier pour gagner de l'argent. Pour une raison toute simple. Si tu choisis un métier pour gagner de l'argent, eh bien, le risque, c'est qu'en face de toi, tu auras eu d'autres personnes qui auront fait le même choix que toi, mais eux par plaisir, et ils seront toujours meilleurs que toi. Voilà. Donc moi, je crois vraiment dans cette notion de plaisir. Et du coup, j'ai perdu la question. Je suis parti là-dedans. Voilà, comment est-ce que l'authenticité qu'on vit peut nous aider à construire un environnement dans lequel les gens se dépassent, et se dépassent pas simplement pour la performance commerciale, mais se dépassent pour donner le meilleur d'eux-mêmes autour de leurs valeurs, hein, et pas juste pour des résultats financiers. C'est le plaisir, en fait. C'est le plaisir, parce que le plaisir génère une envie naturelle, en définitive. Il génère une dynamique, il donne de l'énergie. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile de prendre du plaisir lorsqu'on est aligné avec nos valeurs, avec notre authenticité, que lorsqu'on est amené à faire des choses qui ne sont pas en phase avec nos valeurs. Là, il y a une distorsion qui est… D'ailleurs, globalement, c'est pour ça qu'on observe aussi des burn-out, etc. C'est parce qu'on a des personnes qui sont complètement décalées entre leurs valeurs personnelles et les valeurs qu'ils pratiquent dans leur monde professionnel. Donc oui, je pense que ça, c'est une vraie source de performance. Deux dernières questions qu'on pose à toutes les personnes qui nous font le plaisir de venir conduire ces masterclass d'excellence commerciale. Quelle est ta plus belle expérience de management, Guillaume? Ma plus belle expérience de management, eh bien, en fait, je suis arrivé dans une entreprise il y a quelques années où j'étais plus jeune que l'équipe que j'encadrais. J'encadrais une équipe de cadres et cadres supérieurs, tous plus vieux que moi, tous experts dans leur domaine. On était une équipe où on venait en appui des forces de vente, tous dans l'entreprise depuis toujours. Donc, en fait, j'avais par rapport à eux aucune expertise, aucune expérience. Et en fait, la seule chose que je pouvais faire, c'était de les aider tous individuellement à travailler mieux pour améliorer notre performance collective, notre performance d'équipe. Et voilà, et ça a été une très belle expérience, très formatrice, où j'ai pu justement mettre en application les différents aspects que j'évoque dans le livre. Voilà. Donc une belle expérience de coaching collectif. Et une citation qui t'inspire? Alors c'est une citation en fait que j'utilise là souvent en ce moment. C'est nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Et c'est une citation qui souvent en fait qui est de Wendell Berry, et souvent on l'attribue à Antoine de Saint-Exupéry. Mais voilà, je trouve que c'est important de penser à ce qu'on va faire, à ce qu'on va laisser, et c'est vraiment, je dirais, la notion qu'il y a derrière le titre de mon livre, et d'ailleurs c'est aussi la baseline de Succesco, hein, créons un monde de confiance, c'est vraiment ça. Moi, je suis convaincu qu'on a une responsabilité. On peut pas juste se dire, bah, c'est comme ça, les affaires, c'est les affaires, et puis il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui machin. Non, je crois qu'à un moment donné, on peut faire autrement, et c'est important parce que je suis convaincu que la façon dont on fait du commerce, hein, ce qu'on vend bien évidemment, mais la façon dont on le vend aussi influence le monde de demain, en fait. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Un immense merci, Guillaume, pour cette brillante masterclass. Quelques lectures pour aller plus loin. Alors, bien sûr, précipitez-vous à la FNAC si vous ne l'avez pas encore pour acheter le dernier livre de Guillaume Petitjean, Créons un monde de confiance, les bons comportements commerciaux pour gagner. Un autre livre de référence sur le sujet de Charles Green, qui était l'auteur de The Trusted Advisor, qui a été un immense best-seller sur le rôle de la confiance, Trust-Based Selling, dans vos bonnes librairies. Et puis également
un livre absolument passionnant d'Hubert Joly qu'on a reçu il y a quelques mois, qui est l'ancien patron de Best Buy aux États-Unis, qui était l'acteur du redressement de ce leader mondial de la distribution d'électronique grand public, avec plus de 110 000 collaborateurs. L'entreprise d'une affaire de cœur, où il raconte comment il a retissé les liens de confiance avec l'ensemble de l'organisation et comment ça a permis de transformer l'entreprise et d'en faire une entreprise à nouveau florissante et rentable. Voilà, merci à tous pour votre participation. Guillaume, si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de prendre les questions de nos auditeurs. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de construire les bons rituels managériaux avec Grégoire de Villeplay d'ALD Automotive, une filiale de Société Générale. Voilà, vous pouvez poser toutes vos questions directement sur l'interface de GoToWebinar. Et Guillaume, si tu as encore quelques minutes, on prendra ces questions. Est-ce que, Anouk, on a quelques questions de nos auditeurs? Alors oui, déjà, on a beaucoup de compliments et puis on a des questions aussi. Alors, comment installer cette relation de confiance devant un prospect qui vous dit dès le départ « Je vous écoute, dites-moi pourquoi vous êtes là et pourquoi je choisirais de travailler avec vous et pas avec votre concurrent ». C'est une situation que je trouve assez déstabilisante. Eh bien, en fait… C'est une question honnête, au moins. Oui, alors en fait, il faut vite lui expliquer que son intérêt, c'est pas que nous, on lui explique tout ce qu'on fait, mais qu'on s'intéresse à lui, en définitive, parce que c'est là où on va lui rendre service. Et donc, c'est vraiment effectivement qu'il comprenne en définitive qu'on va lui poser des questions et que on est déjà en train de l'aider en faisant ça. Voilà. Parce que si on lui explique, enfin, on ne peut pas lui expliquer d'ailleurs ce qu'on peut faire pour lui puisqu'on ne le connaît pas. Voilà. On est obligé de passer par cette première étape de découverte. Vous dites qu'il vaut mieux travailler avec des personnes, clients ou prospects, qui partagent nos valeurs. Mais comment peut-on en être sûr devant un prospect que nous rencontrons pour la première fois? Bien, je reviens un peu à la question que tu posais, Roland. Hein. C'est-à-dire que c'est dès le premier rendez-vous, on va être exigeant à travers nos questions et on va vite voir si la personne en face est honnête dans ses réponses. Ça se ressent. On voit bien si la personne vous dit tout ou pas. Donc là, on va commencer à sentir. Alors après, il y a aussi la confiance, elle peut aussi se créer dans le temps parce qu'il y a des gens qui vont être un peu sur la défiance, bien évidemment, parce qu'ils ont été trompés, etc. Mais voilà, je dirais que encore une fois, c'est le niveau d'exigence qu'on va avoir dès le départ qui va être de nature à rassurer la personne qui est en face de vous. Peut-on faire abstraction de l'impératif de performance lié au commerce? Ah non, pas du tout. Mais ce n'est pas mon propos d'ailleurs. Mon propos, c'est bien la performance. Simplement, je l'inscris dans la qualité, dans la durée et dans le temps. Aujourd'hui, il y a des tas de techniques qui peuvent nous permettre à très court terme d'obtenir des résultats, mais à très court terme et avec des incidences finalement sur la fidélisation, etc. Donc, non, l'idée, c'est bien la performance. Hein. Je cherche la performance. Les processus ultra compartimentés dans les entreprises, DDR, vente, CSM, ne compromettent-ils pas ce plaisir d'acheter réellement à quelqu'un? Je dirais que dans les modèles où effectivement il n'y a pas de valeur ajoutée humaine, pourquoi pas? Et je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ça pose la question du consumérisme. Et en fait, encore une fois, je vais rapprocher cette notion de consumérisme avec la notion de plaisir. On consomme par plaisir. Alors, effectivement, en B2B, on est aussi sur d'autres relations. C'est parce qu'on a. Mais quelque part, s'il n'y a pas de valeur ajoutée humaine, pourquoi pas? Mais lorsqu'il y a une nécessité de conseil, une nécessité d'accompagnement et qu'il y a une expertise humaine qui est nécessaire, je ne vois pas comment on peut s'en passer en fait. Dans le processus de découverte, après l'aspect technique, comment aborder l'aspect budgétaire sans casser la relation de confiance? Eh bien, en fait, elles sont liées. C'est-à-dire que
si vous avez en face de vous quelqu'un, si vous avez créé en fait déjà cette relation un peu de confiance, la personne en face de vous, si elle est honnête, elle sait que la qualité, elle a un prix. Voilà. Et c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, je cite un exemple dans le livre, mais pour moi, le sport national qui consiste à tordre le cou à nos fournisseurs pour obtenir les prix les plus bas, c'est dangereux. Déjà, on va dégrader la relation et en plus, il y a une réalité économique qui fait qu'à un moment donné, votre fournisseur, pour maintenir sa rentabilité, eh bien, en termes de qualité ou de service, il ne pourra pas, si vous lui avez tordu le cou, faire ce qu'il fera pour d'autres. Et c'est pour ça que je pense que moi, je mets toujours un point d'honneur à payer mes fournisseurs en temps et en heure, et en fait même avant, parce que voilà, de toute façon, je n'ai pas besoin de jouer sur de la trésor sur ma structure, mais ça, c'est important. Et puis, il y a aussi une autre notion, c'est, ça m'est arrivé, je crois que j'en parle aussi dans le livre, c'est d'avoir, à un moment donné, de dire à mes fournisseurs, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin? Est-ce qu'il ne faut pas, me refacturer quelque chose? Et pour une raison simple, c'est que je veux pouvoir compter sur eux et pas qu'ils aient le sentiment que travailler avec moi, ouais, mais enfin, eux, ça ne les fait pas vivre. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus de réactivité, il n'y a plus de service, il n'y a plus rien derrière. Comment, en tant que manager d'une équipe de commerciaux, encourager cette bienveillance et cette authenticité? Est-ce que vous avez des conseils? Alors, encore une fois, bienveillance, ça rime avec vigilance et exigence. On est exigeant avec les gens qu'on aime. En fait, je dis souvent d'ailleurs dans mes conférences, c'est qu'on se souvient de nos profs qui ont été justes et exigeants avec nous, pas ceux qui ont été juste sympas. Ceux qui ont été juste sympas, on nous a tous oubliés. Par contre, tous ceux qui ont été justes et exigeants avec nous, qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait progresser, eux, on se souvient d'eux. Et là, il y a une vraie notion de plaisir également. Parfois, l'honnêteté peut être perçue comme de l'hypocrisie. C'est un phénomène que l'on retrouve notamment beaucoup dans le greenwashing. Comment éviter cet écueil? Alors oui, il y a beaucoup de green ou de valeur washing ou tout ce qu'on veut. L'honnêteté, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est lié à l'authenticité. Effectivement, on est dans un monde de défiance. Donc oui, il y a des gens qui vont mettre un peu plus de temps avant de comprendre que vous êtes réellement honnête. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas bouger en définitive. Je crois que c'est le gros avantage de l'authenticité, c'est que ça nous permet de nous inscrire dans la durée. Voilà. Donc oui, on peut pas attendre des gens qui nous donnent tout de suite leur confiance parce que a priori on est honnête. Non, c'est quelque chose qui se vérifie dans le temps. Comment utiliser l'honnêteté comme une force quand on fait face à des interlocuteurs que l'on sent malhonnêtes? Bien, déjà, il faut rester honnête, c'est la première chose. Parce que de toute façon, si vous êtes honnête, c'est difficile d'être malhonnête. Mais bon, il faut rester honnête. Après, encore une fois, je reviens un petit peu à ce que je disais, c'est soit on a une réelle envie partagée de vouloir trouver une vraie solution, c'est-à-dire équitable pour tous. Ça veut dire que votre interlocuteur, à un moment donné, va de lui-même réaliser que son intérêt, c'est d'aller quand même sur un terrain où tout le monde va comment dire, va tomber d'accord. Et si vraiment en face de vous, vous avez quelqu'un de malhonnête, faut arrêter. D'ailleurs, il y a une très belle image que j'utilise dans mes formations. C'est une photo c'est un gros plan sur les canons de Louis XIV, sur les canons de Louis XIV, et marqué Ultima ratio regum. Le dernier argument du roi, ça veut dire qu'en fait, on peut utiliser la force, mais vraiment en dernier lieu. Mais en revanche, on va toujours en amont essayer de trouver des solutions pacifiques, diplomatiques. Et ben, c'est la même chose. Voilà. Donc, avec votre interlocuteur malhonnête, essayons d'abord de trouver un terrain d'entente. Et après, voilà. Et c'est aussi pour ça que je conseille de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Parfois, on veut faire du chiffre et on travaille avec des gens qu'on ne sent pas. Mais au définitive, derrière, ça se passe souvent mal et on mange nos marges et ça nous mange de l'énergie, etc. Voilà. Donc, dernière question. Que penser du lien entre transparence interne et transparence externe? Entre transparence interne et externe, c'est ça?
Oui, la transparence qu'on a avec ses équipes, j'imagine, et la transparence du coup que les équipes après renvoient. Alors, déjà, il y a une notion, c'est que je pense que la confiance qu'il y a entre le manager et son collaborateur, donc le commercial, eh bien, on retrouvera, il y a de grandes chances qu'on retrouve cette confiance entre le commercial et son client. Ça, c'est une chose. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais sur la notion de transparence, là-dessus, je suis un petit peu plus partagé. C'est-à-dire que confiance et transparence, pour moi, ne sont pas nécessairement liés. Alors, il y a des gens qui vous diront que si, mais moi, je pense que non, parce que déjà, parfois, vous êtes bien obligé de faire confiance à des gens parce que de toute façon, vous n'avez pas l'expertise technique pour savoir si ce qu'ils font est bien fait. Donc là, la transparence, elle sert à rien. Et puis, une chose que j'avais lue à une époque, et je rigole parce que c'est vraiment ce que je vis moi avec ma femme, mais c'est quelqu'un un jour disait, mais moi, j'ai confiance en ma femme, je ne lui demande pas de me montrer tous les matins son agenda pour savoir ce qu'elle fait. Donc, j'ai pas besoin de transparence. Voilà. Donc, je pense que pour moi, la confiance est plus forte que la transparence. D'ailleurs, la transparence, pour moi, c'est pas une expression de la confiance. Excellente conclusion, excellente conclusion. Un grand merci Guillaume. On retiendra quelques phrases marquantes, hein, ta citation préférée. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Et puis cette phrase que j'aime vraiment beaucoup de ton livre, l'authenticité est un chemin vers l'excellence. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, précipitez-vous à la FNAC pour acheter Créons un monde de confiance. Et puis, on se retrouve tous la semaine prochaine pour parler des rituels managériaux, comment construire les bons rituels managériaux avec Grégoire de Villeplay d'ADL Automotive. Merci à tous et très bonne journée. Merci à vous.